Frédéric Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous publiez Lettres ouvertes aux animaux et à ceux qui les aiment chez Fayard. Question totalement naïve, Frédéric Lenoir. Pourquoi ce titre, Lettres ouvertes aux animaux? Voilà, on va voir une belle vache, mais les animaux ne savent pas lire, c'est totalement incongru comme titre. Mais oui, bien sûr, c'est un peu d'humour, mais c'est parce que j'ai rajouté en sous-titre et à ceux qui les aiment, parce que c'est eux qui vont le lire. Mais je trouvais intéressant de m'adresser aux animaux, parce que ça donne un ton personnel, affectueux, qui permet de lire ce livre, qui est quand même un livre de philosophie dans lequel je cherche à repenser la relation entre l'être humain et l'animal. Et ça donne un ton très vivant et finalement assez familial. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce biais. La relation entre l'humain et l'animal. L'humain est supérieur à l'animal, vous le concevez, Alors, moi, vous l'acceptez? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu pendant très longtemps cette idée du propre de l'homme, où l'homme se considère comme au-dessus de la hiérarchie des espèces et donc il est forcément supérieur aux animaux. Ça, c'est une conception en fait philosophique et théologique très ancienne qui date de l'Antiquité, parce qu'on considère que l'homme est le seul à pouvoir parler aux dieux, à avoir une âme spirituelle qui permet de communiquer à Dieu. C'est ce qui est dit dans la Genèse. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, pas les autres animaux. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a considéré qu'on était absolument supérieur. Puis après, on a dit supérieur en tout. On est les seuls à être capables de faire des outils, à être capables de se reconnaître, à être capables de rire. Et puis plus on connaît les animaux, et depuis une quarantaine d'années, grâce à l'éthologie, qui est la science du comportement des animaux, on s'aperçoit que les animaux sont aussi capables de rire, de fabriquer des outils, de se reconnaître. Et donc, on est en train de revenir sur cette idée du propre de l'homme. Alors, il reste des singularités. C'est-à-dire, je crois que nous avons des spécificités, il y a des singularités que d'autres espèces ont d'autres singularités. Les dauphins ont des capacités extraordinaires de sonar, les éléphants peuvent prévoir le temps qu'il fera dans 2 jours grâce aux infrasons. Et nous, la question que je me pose, quelle est notre singularité? On sait qu'on va mourir, est-ce que c'est ça? Alors voilà, je pense que notre singularité, c'est cet imaginaire symbolique qui fait qu'on est capable d'avoir une conscience de soi élargie à la conscience de la mortalité, à la question de la vie après la mort, à toutes les questions métaphysiques. On pourrait dire, pour faire très court, que l'être humain est un grand singe croyant. Donc c'est ça la grande différence. Mais alors, ça ne nous rend pas supérieurs pour autant. Alors, mais reste que nous nous pensons supérieurs à l'homme, et donc nous nous pensons comme ayant le droit de posséder des animaux et donc d'avoir du bétail. Et alors dans ce livre, moi j'apprends que le mot argent, ça vient de bétail. Oui, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que c'est le même mot. Avoir du bétail, c'est avoir de l'argent. Donc finalement, avoir du bétail, c'était posséder beaucoup d'animaux et c'est ce qui permettait aux agriculteurs d'être riches. Et donc c'est à partir de la sédentarisation finalement que l'être humain s'est considéré comme supérieur aux animaux, a commencé à les domestiquer, à les parquer, à les utiliser pour toutes sortes de besoins. Et puis après, je dirais que c'est donné une justification théologique de cette domination. Et notamment, on est les seuls à être capables de communiquer avec les dieux, donc les animaux n'ont pas d'âme et on peut en faire ce qu'on veut. Et ça a été très loin, parce qu'avec Descartes, voilà, qui disait l'animal ne souffre pas parce qu'il n'a pas de conscience. Exactement. Et il s'est trompé alors, le grand Descartes? Aujourd'hui, toutes les études scientifiques montrent l'inverse. Descartes s'est totalement trompé sur cette question-là. Parce qu'il nous dit, un animal, comme il n'a pas d'âme, un animal qui crie, qui pleure, etc., ce n'est pas de la souffrance. Il ne souffre pas. Il dit c'est comme une horloge, il réagit comme une horloge. Une horloge qui grince. Voilà. C'est une chose, c'est un objet, on peut le disséquer vivant, ça pose aucun problème. Mais c'est totalement faux. Il suffit de connaître un tout petit peu les animaux, il n'y a pas besoin d'être scientifique. N'importe quelle personne qui côtoie un chat, un chien, un lapin, une souris, on voit très bien que les animaux souffrent, alors, que les animaux ont une grande sensibilité. L'émotion animale, bien sûr. Voilà, l'intelligence, on peut parler d'intelligence animale? Absolument, et j'ai plusieurs chapitres de ce livre consacrés à l'éthologie, c'est-à-dire qui montrent la diversité des intelligences animales. Il y a des diverses intelligences, c'est pas la même que la nôtre forcément, mais il y a des animaux qui, dans certains domaines, ont plus d'intelligence intuitive que nous. Moi, je me souviens d'un chat, par exemple, que j'avais, et chaque fois que j'arrivais dans ma maison de campagne, il savait que j'allais arriver. 10 minutes avant, il m'attendait, ma voisine me disait, je sais quand tu vas arriver, parce que ton chat est toujours là, alors que rien ne permettait de le savoir. La télépathie? Oui, absolument, les animaux communiquent par télépathie, et certains humains, d'ailleurs, communiquent avec eux par télépathie. Donc, ils ont quand même des formes d'intelligence extrêmement développées. Ce n'est pas notre forme d'intelligence ultra-rationnelle qui nous a donné un langage très complexe, mais c'est d'autres formes d'intelligence. Alors, la grande schizophrénie, c'est que vous parliez de votre chat que vous chérissez sûrement. Donc, il y a des chats, des chiens que nous chérissons, et à côté de ça, il y a le bétail qu'on envoie à l'abattoir sans sourciller. Vous appelez même ça
ces animaux, les vaches, vous appelez, on les considère comme des machines à produire de la viande. Exactement. C'est malheureusement la réalité. C'est-à-dire qu'on est passé d'un élevage traditionnel où l'éleveur avait une certaine qualité de relation avec ses bêtes, les traitait comme des animaux vivants qui avaient des besoins de sociabilité, de vivre en extérieur, de se mouvoir. Et aujourd'hui, c'est plus ça du tout. 90% de la viande que nous mangeons vient de l'élevage industriel. Et l'élevage industriel, ce sont des animaux qui sont parqués, qui vivent très peu de temps, qui n'ont aucune possibilité de vivre selon leur nature. Donc la plupart du temps, ils sont entassés les uns sur les autres, ils peuvent quasiment pas se mouvoir. Et dès qu'ils ont un poids de viande suffisant, on les envoie à l'abattoir où ils sont tués de manière atroce. Donc c'est pas. Alors c'est vrai que vous décrivez les abattoirs, c'est presque un peu naïf. Bon, vous dites oh là là, les abattoirs c'est épouvantable. Bah oui, évidemment. Ça pourrait être autrement. Qu'est-ce que vous alors vous racontez on les tue à moitié, on les découpe à moitié vivants dans les Oui, alors ça, ce que j'explique, c'est que en fait, je parle là des animaux qui sont abattus selon les rituels religieux. Donc on les étourdit plus. Voilà. Ce qui, du coup, on arrive à des situations horribles dans lesquelles vous avez des animaux, puisqu'on doit les saigner vivants, on ne les étourdit pas. Donc les animaux sont parfaitement conscients. Ils se vident de leur sang conscient, ça dure plusieurs minutes. Ouais. Sauf que, à cause de questions de rentabilité, on veut que les chaînes aillent de plus en plus vite. On en arrive à cette abomination où non seulement les animaux sont en train de se vider de leur sang conscient, mais des fois on commence à les découper. Ils arrivent à la chaîne de découpage, ils sont encore conscients. Donc on découpe à la tronçonneuse des animaux qui sont encore conscients. Comment on en arrive là? Comment l'homme capable d'empathie? L'argent. Simplement, la rentabilité. Il faut faire le plus d'animaux possible dans la journée dans un abattoir pour que ce soit rentable. Et il faut absolument interdire ça. Et donc là-dessus, il y a eu une commission parlementaire, la commission Falorni, qui a exigé que maintenant il y ait des vidéos dans les abattoirs pour éviter ces dérives. Mais il faut voit même mais souvent des salariés pratiquer de la maltraitance sur ces animaux. Absolument. Alors, des actes de sadisme. Comment vous l'expliquez ça, qu'on en vienne à ce sadisme envers les animaux? Je l'explique parce que c'est un métier épouvantable. C'est-à-dire que moi j'ai aussi de la compassion pour les gens qui tuent des animaux, pour nous qui en mangeons. C'est-à-dire qu'ils sont quand même, je dirais, ils sont responsables, mais nous aussi. Et donc ces gens qui tuent les animaux toute la journée, je pense que pour ne pas devenir fous, ils se protègent. Et pour se protéger, il faut mettre de la distance avec les êtres que vous êtes en train de tuer. À la chaîne, où vous voyez qu'ils souffrent atrocement. Et pour mettre de la distance, il faut les considérer comme des choses. Ils ont la fameuse vision cartésienne des animaux. Voilà, c'est une chose, on peut donner un coup de pied, ça n'a aucune importance et tout. Et vous savez, je fais un parallèle qui est audacieux dans le livre. Je dis, c'est ce qui s'est passé, la même chose dans les camps de concentration. Parce qu'on ne peut quand même pas comparer le sort des animaux avec le sort du peuple juif. Je compare, bien sûr, je le dis clairement. Ouais. Je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis simplement que les bourreaux ont la division du travail. La division du travail, la rentabilité, l'efficacité et surtout, pour se mettre à distance, pour être capable de commettre ces crimes en série industrielle, il faut mettre une distance. Les nazis, c'était des gens qui étaient des fois très cultivés, des bons pères de famille, etc. Comment est-ce qu'ils arrivaient, ceux qui étaient au contact, si vous voulez, des camps de la mort, comment ils arrivaient à faire leur travail? En considérant que les juifs étaient des sous-hommes, en considérant que ce n'étaient pas vraiment des hommes. Et comment est-ce que les gens aujourd'hui qui sont dans les élevages industriels et dans les abattoirs avec les animaux peuvent perpétuer comme ça des meurtres en série? C'est en considérant que la méthode est la même si évidemment... Psychologiquement, la mise à distance est la même, c'est-à-dire on considère que ce sont des choses et pas des êtres. Alors jusqu'où aller dans votre empathie envers les animaux? À la fin, on a envie de se dire, est-ce qu'il faut laisser un nid de frelons? Je reprends votre phrase, vous dites, est-ce qu'il faut laisser un nid de frelons en paix? Est-ce qu'il faut laisser tranquillement les termites attaquer ma charpente? Après tout, ce sont des êtres sensibles. Alors, moi, je propose, je sais que certains pensent ça. Vous avez des gens qui se disent non spécistes, c'est-à-dire que toutes les espèces sont à égalité, donc on ne peut attaquer aucun animal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut tenir compte du degré de sensibilité et de conscience d'un animal. Plus un animal est intelligent, sensible, conscient, réceptif à la douleur, plus il doit être respecté. Un animal qui l'est beaucoup moins, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, on peut avoir des droits plus importants sur lui. Et puis, lorsqu'on peut éviter de tuer ou de se faire un animal, faisons-le. Lorsque cet animal nous agresse, comme les frelons, comme les termites, comme les moustiques, moi, je ne me gêne pas. Donc, vous écrasez un moustique, vous mangez toujours de la viande, en revanche? Alors, de moins en moins. De moins en moins. Je ne suis pas végétarien, j'y tends. Parce que vous dites, j'adore le bacon. Ah oui. Enfin, c'est un de vos copains qui disait ça. Oui, mais je ne veux pas lire ton livre parce que j'adore le bacon. Je vais vous dire, moi je suis convaincu que idéalement, si on voulait lutter contre l'élevage industriel intensif, il faudrait être végétarien. Ouais. Je n'y arrive pas comme beaucoup de gens, mais je tends vers ça. Je n'achète plus de viande chez moi. J'en mange de temps en temps chez des amis ou au restaurant. Mais je pense que plus on ira vers une baisse de la consommation de viande, plus ça permettra effectivement de quitter l'élevage intensif pour produire moins de viande et mieux respecter les animaux. Voilà, et vous avez lancé une association, Ensemble pour les animaux, qui milite pour l'étourdissement
l'accouchement dans les abattoirs et contre l'expérimentation sur les animaux. Merci beaucoup Frédéric Lenoir. Donc je rappelle votre livre, Lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment. C'est chez Fayard. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.